Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de Kubernetes avec Warren Postdam. Bonjour Warren. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Warren, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je suis expert sécurité cloud actuellement à l'agence, qui est notre très belle agence en France pour la sécurité des systèmes d'information. Et donc, j'interviens sur tout ce qui est en général Secnum Cloud, virtualisation, etc. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Kubernetes, est-ce que tu voudrais bien nous donner une vue hélicoptère ? Alors, Kubernetes est un outil généralement de génie logiciel et d'orchestration de conteneurs qui permet notamment de scaler, de mettre à l'échelle les applications conteneurisées et puis aussi d'automatiser les déploiements en utilisant plusieurs technologies comme Terraform, OpenTofu, etc. Et le langage YAML y est très présent. Enfin, plus maintenant, puisque je crois qu'ils ont inventé Safe YAML, enfin KYAML, qui est une version sécurisée dans laquelle on va enfin pouvoir utiliser la Norvège comme pays. En tout cas, c'est joliment dit, parce que moi, j'aurais plutôt dit que c'était l'antichambre de l'enfer pour les DevOps et les administrateurs système, mais c'est une autre façon de voir les choses. Alors, ça pourrait aussi. En particulier qu'on doit débugger et qu'on se retrouve en face d'un crash loop back-off, notamment. Qu'est-ce que c'est que ce type de crash ? Un crash loop back-off, c'est quand l'application plante et si l'application est mal faite, elle ne crache pas beaucoup de logs et donc ça devient très dur à débugger au niveau de K-Vitesse. Et d'ailleurs, à la KubeCon, ils en ont fait étalage. D'accord, donc on ne sait pas si l'appli crash à cause d'elle-même ou si elle crash à cause du conteneur ou de son environnement. Exactement. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un environnement très dynamique, et en particulier en termes de forensique, ça pose des problèmes, parce que tous les pods en fait Kubernetes peuvent être instanciés et détruits à tout moment, et en fait, comme ils sont déployés à partir d'images centrales, en fait, il n'y a pas de persistance, et il y a très peu de logs, très peu de données une fois que l'environnement d'exécution s'est arrêté, quoi. Donc c'est des environnements qui posent tout un tas de challenges. Mais on va parler d'un point très précis ce soir, qui est l'outil Osaka, n'est-ce pas, que tu as développé pour sécuriser ces environnements. Alors, Osaka est un outil qui permet notamment de trouver les chemins d'attaque, un peu comme Bluedown pour ceux qui font un peu d'Active Directory. Ces chemins d'attaque, ils vont être trouvés de différentes manières avec les mauvaises configurations qu'ont soit implémentées les administrateurs, soit qui sont là par défaut dans un cluster Kubernetes. Qu'est-ce qu'il y a comme mauvaise pratique courante, comme raccourci que prennent les gens qui déploient des containers pour que ça aille vite au mépris de la sécurité ? Alors, le raccourci qui est très vite pris, c'est exécuter ces conteneurs en mode privilégié, avec toutes les capabilities et casser toutes les restrictions possibles et imaginables au niveau du noyau Linux, tout simplement parce que faire des conteneurs, au final, pour que ce soit propre, ça demande du boulot. Et donc, ça demande de restreindre ses capabilities, ça demande de très bien connaître son application. Et souvent, les administrateurs et les développeurs ne font pas forcément cet effort. Privilege, en fait, c'est quelque chose qui te donne vraiment les droits routes dans le container, alors que normalement, dans un container, ça met ID 0, mais en fait, c'est une simulation. T'es pas vraiment route sur l'autre, quoi. Alors ça, c'est dans le cas où on est dans Docker. Effectivement, il y a les user namespace qui sont une feature du noyau Linux qui permettent effectivement d'isoler les user namespace de l'hôte et du conteneur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans Kubernetes. Il y a potentiellement la feature qui est en bêta qui va arriver peut-être l'an prochain. Je suis pas vraiment, mais c'est quelque chose qui n'est pas similaire à un conteneur runtime classique qui va tourner avec Docker, par exemple. Il y a aussi une problématique sur Kubernetes, c'est le niveau de complexité que ça peut avoir avec tous les composants que tu as, que ce soit sur du stockage ou autre, que tu peux même d'ailleurs interchanger. J'avais vu une fois un schéma qui représentait
toutes les familles de composants que tu pouvais changer. Dans chaque famille de composants, les dizaines de différents composants que tu pouvais installer, même en parallèle. Donc il y a un niveau de complexité qui est dingue, et donc également de configuration, de sécurisation et de privilèges à attribuer qui est quand même assez difficile à maîtriser. Alors, oui, tout à fait, tu soulignes les choses très bien. La CNCF, qui est l'écosystème global des environnements cloud native, contient énormément de projets. Et ces projets n'ont pas la même maturité d'un point de vue sécurité, enfin tous. Et donc, il faut faire très attention à comment on installe les choses, à être sûr des configurations qu'on applique. Et c'est d'autant plus complexe que on amène différentes technologies, différentes briques au sein du cluster qui ne sont pas supportées par défaut et pas maintenues par la communauté K8S en elle-même, c'est-à-dire ceux qui développent sur le guide Kubernetes, mais plutôt par la communauté CNCF en général, qui se retrouve spécifiquement sur des projets bien particuliers. Mais du coup, toi, dans ta recherche de chemin d'attaque, tu supportes des produits tiers? Enfin, je sais pas, quand tu fais de l'analyse sur les admission controllers, par exemple, tu vas pouvoir analyser des configurations Cilium ou des trucs comme ça? Alors aujourd'hui, je supporte pas des produits tiers, je me cale que sur du Kubernetes Vanilla. Typiquement, je vais étudier les différents niveaux de privilèges qui existent pour un conteneur, pour un pod donné, et c'est vraiment là où je m'arrête. Je prends les fichiers qui sont dans la base etcd et je les parse pour vraiment identifier, peu importe le produit, peu importe ce qui est installé, la possibilité d'élever des privilèges ou la possibilité qu'il y ait une problématique de sécurité à travers l'installation de ce produit. Mais par exemple, je vais pas identifier Cilium, je vais pas identifier par exemple Kafka ou d'autres produits tiers. D'accord, donc sur la misconfiguration principale, l'erreur principale, c'est le -- privileged. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur classique qui permettent de se déplacer latéralement dans un cluster Kubernetes? Alors, il y a quelque chose que les administrateurs et développeurs aiment bien faire. Comme on est dans un environnement cloud native, on peut discuter avec... alors, un pod est capable de discuter avec l'API K8S. Et donc, quand on est capable de discuter avec cette API-là, on peut effectuer des actions d'administration. Donc, c'est-à-dire créer des pods, modifier les privilèges type cluster role binding, etc. pour s'attribuer des privilèges. On peut lire des secrets. Si vous êtes par exemple sur une version plus ancienne de K8S, les secrets et les JWT tokens qui permettaient d'accéder à l'API server étaient stockés dans les secrets K8S. Donc la simple lecture des secrets au niveau du cluster pouvait compromettre la totalité du cluster au final. Aujourd'hui, c'est dans les projected volumes. Donc ça veut dire qu'il faut compromettre un nœud et récupérer les volumes qui sont sur ce nœud pour pouvoir accéder au JWT token. Donc ils ont rajouté une nouvelle barrière de sécurité. Donc ça c'est pris en compte dans Osaka aussi évidemment. Donc il y a toute cette partie. Il y a vraiment deux parties. Il y a la partie système qui est très importante avec les mauvaises configurations qu'on peut appliquer sur les processus, et donc sur les conteneurs en général. Et puis il y a la partie plutôt applicative qui est liée à Kubernetes, où des mauvaises privilèges peuvent être attribués au pod. Tu peux donner des exemples de privilèges, par exemple? Tu parles pas de capabilities Linux, mais carrément de privilèges au sens Kubernetes, c'est ça? Privilèges au sens Kubernetes. Typiquement, si on est capable de créer des pods, on peut créer un pod privilégié, notamment, le déployer sur le control plane ou sur un nœud bien spécifique qu'on cible, lui attacher un volume qui monte la racine de l'hôte, et là on est UID 0 sur l'hôte. S'il n'y a pas d'admission controller, et même certains admission controllers parfois sont très mal configurés et donnent des informations sur ce qu'ils attendent et ce qu'ils attendent pas, donc on peut moduler le pod pour faire en sorte de répondre à ces critères tout en ayant une mauvaise configuration qui pourrait créer des problèmes de sécurité. Tu dis que tu supportes pas les produits tiers, mais dans Kubernetes, il y a aussi eu pas mal de versions dont certaines cassaient des fonctions. Enfin, pod security qui était remplacé par je sais plus quoi, machin security. Alors il y avait les PSP notamment avant qui ont été remplacés par les PSA, pod security admission. Et donc effectivement les PSP étaient très complexes à mettre en œuvre, c'était très spécifique, il fallait vraiment
une expérience et vraiment une appétence pour bien faire les choses. Et maintenant, ils ont sorti les PSA qui ont 3 niveaux, baseline, privilege, et puis il y en a une dernière, mais voilà, je m'en souviens pas forcément. Restricted, voilà. Restricted qui est le niveau le plus dur, hein, c'est quelque chose qui demande aucun privilège sur le pod, qui demande des services sur compte qui sont propres, etc. Donc Et de la même manière, tu dis Docker depuis tout à l'heure, mais enfin, pas mal de gens utilisent Containerd maintenant à cause du changement de licence de Docker qui est devenu, qui a un modèle payant et un modèle gratuit qui s'appelle Moby. Donc, quel est l'ensemble de configurations, enfin de composants qui est supporté par Osaka? Est-ce que tu supportes un sous-ensemble restreint ou est-ce que tu supportes toutes les versions de Kubernetes depuis la 1.0 et tous les systèmes de containerisation? Est-ce que Osaka va va pouvoir détecter des problèmes sur des conteneurs qui tournent sur Windows, par exemple? Alors aujourd'hui, je sais pas si Osaka sera capable de prendre en compte des conteneurs qui vont tourner sur Windows, tout simplement parce que j'ai pas essayé. Donc je peux pas répondre forcément à cette question. Cependant, je pense que Osaka supporte la plupart des versions de K8s aujourd'hui. Effectivement, il y a eu des breaking change en fait compte qui cassaient certaines fonctionnalités en rajoutant de la sécurité, ce qui est pas mal, et ces choses-là ont été ajoutées dans le code. Aujourd'hui, les choses qui ne sont pas supportées au sein d'Osaka, c'est tout ce qui est micro VM, etc. Je tiens à le rappeler quand même, mais Docker se base sur des conteneurs one-time, et Docker lui-même est basé sur Containerd. Comment ça marche Osaka? Est-ce que c'est en temps réel? Est-ce qu'il y a un export qui est fait dans une base? Enfin, j'ai vu que vous aviez une dépendance avec Neo4j. Donc, du coup, est-ce que c'est un truc qui tourne tous les 24 heures? Ou est-ce qu'il y a des notifications, par exemple, à chaque fois qu'un pod est créé et ça va immédiatement lever une alerte? Quelle est l'architecture du logiciel? Alors, Osaka est fait pour être exécuté de manière totalement déconnectée. Il ne se connecte jamais à la PI du cluster. Il faut se connecter en tant qu'administrateur au cluster, exporter toutes les configurations, enfin toute la base etcd quasiment du cluster. Ça va tourner sur une machine, dans des conteneurs. Et là, il y aura une sorte de moulinette qui va parser toute la configuration du cluster et déceler les mauvaises configurations. Et ça, toujours de manière déconnectée, sans pour autant toucher l'API server. Et est-ce que tu es relativement sûr d'avoir l'exhaustivité de la conf, enfin, quand tu fais l'export? Alors, j'ai l'exhaustivité de ce qui m'intéresse, pas l'exhaustivité de tout, effectivement, parce qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle des custom resource definition qui sont spécifiques à des applications cloud natives. Et aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas supporté. Le choix de pas interagir directement avec le cluster, c'est pour des raisons de sécurité ou Alors oui, pour des raisons de sécurité, et puis concrètement, c'est plus simple aussi d'exporter une configuration et puis la charger plutôt que le faire en continu sur le cluster. Enfin, en soi, ça rajoute de l'overload aussi sur l'API server. Du coup, puisqu'on parle de performance, les gens qui utilisent du Neo4j, ils ont souvent des problèmes parce que la version gratuite est monothreadée, en gros. Enfin, quel est le temps de traitement qu'il faut et quelles sont les tailles maximales d'environnement que vous avez eu à traiter? Alors, j'ai eu des environnements de 300 pods avec plus ou moins 7 conteneurs. Donc, on est sur quand même des gros clusters, on va dire. Et le temps maximal pris était de 15-20 minutes pour tout charger. Ce qui est quand même effectivement assez long en temps de traitement. Il y a un témoignage sur LinkedIn de quelqu'un qui en avait 300 pods et qui explique à quel point ça a été utile non seulement pour la cybersécurité mais aussi pour optimiser les configurations et qui dit que le temps de chargement est raisonnable. J'étais pas au courant. Ah, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ok, bon ben voilà, moi je me renseigne par les moyens que je me renseigne. Voilà. Ok, du coup, c'est quoi l'usage que tu as de cet outil? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire un export toutes les heures et après passer 15 minutes de traitement et lever des alertes en temps réel? Ou est-ce quelque chose que vous utilisez en audit, pentest ou en réponse à incident pour essayer de trouver un chemin d'attaque utilisé par un attaquant? Enfin, c'est quoi le cas d'usage qui a motivé la création de cet outil? Alors, le cas d'usage qui a motivé la création, c'était surtout dans le cas des audits. On avait des gros clusters à traiter. Et donc, j'avais déjà commencé par faire un outil qui automatisait l'exploitation des vulnérabilités depuis un pod. Mais c'était quasiment de la boîte noire.
il fallait quand même passer toute la configuration à la main. C'était vraiment embêtant. Ça prenait du temps, ça prenait 2 à 3 jours, quasiment la moitié de l'audit pour des gros clusters comme ça. Donc à un moment donné, il fallait penser à scaler. Et donc c'est là qu'est venue l'idée d'Osaka. C'était comment on va scaler la sécurité, comment on va déceler les mauvaises configurations très rapidement et pouvoir justement utiliser l'outil d'exploitation des vulnérabilités pour exploiter ces fameux chemins. C'est vraiment le couple recherche de vulnérabilité et vraiment configuration du cluster et exploitation des vulnes trouvées par les schémas de contrôle. Et la partie exploitation est intégrée dans Osaka, c'est-à-dire que si tu trouves un chemin, tu peux dire vas-y, donne-moi, exploite ce chemin et donne-moi une clé d'API, enfin un token JWT, et l'outil le fait automatiquement, ou c'est quand même une interaction humaine? Alors non, il ne fait pas. Il n'y a pas d'outil d'attaque qui est intégré dans Osaka. La seule chose qu'il va montrer, c'est le chemin de contrôle, et c'est comme Bluedown, il faudrait y aller avec ses outils, ses propres outils ou ses propres compétences pour exploiter les chemins. Oui, ça t'identifie les chemins d'exploitation, comme pour un audit, effectivement, comme tu le disais avec Bluedown, mais ça ne les exploite pas. Ça te donne les indications pour voir ce que tu peux faire, quel pivot tu peux utiliser et jusqu'où tu peux aller. Exactement. Ce qui fait qu'au final, tu n'as même pas forcément besoin d'exploiter, tu peux juste constater les chemins d'exploitation et corriger certaines des étapes. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient tout ce qui est expertise en sécurité, ou y compris pour les réponses à incidents. Osaka n'est pas obligé d'être utilisé par un auditeur, un pentester, etc. Un expert sécurité pourrait très bien arriver et dire quel est l'état de santé de mon cluster, il y a des dashboards, il y a des choses qui sont incluses, et dire ok, je vois mes points sensibles. Typiquement, je vois que j'ai plusieurs pods privilégiés au sein de mon cluster qui me permettent de passer cluster admin avec tel privilège par tel chemin. J'ai 4 étapes pour atteindre cluster admin, donc je vais bloquer à cette étape-là. Donc je vais nettoyer les capabilities, je vais nettoyer les cluster role binding et les role binding que j'ai attribués au pod et diminuer les privilèges pour répondre aux justes besoins. Et ça va permettre justement d'améliorer la sécurité de son cluster, sans pour autant l'avoir audité ou quoi que ce soit. Du coup, l'outil est développé en Python. C'est un choix, c'est imposé par les librairies disponibles ou par l'API. Il me semble que Kubernetes est majoritairement en Go, non? Tout à fait. Alors, Python était un choix judicieux pour la manipulation des fichiers. Effectivement, comme on se connecte pas directement à l'API server, donc on n'a pas besoin de SDK particulier, l'usage de Python est très bien, hein, donc pour tout ce qui est manipulation de gros fichiers, etc. Si je devais me connecter à l'API server, effectivement, j'aurais envisagé du Golang. Et c'est d'ailleurs dans ce langage qu'est développé l'outil d'exploitation de vulnérabilité. D'accord, mais outil qui lui est différent et pas fourni avec Osaka, qui est potentiellement sur un autre GitHub ou... Ouais, ça c'est un outil interne à l'agence. Du coup, aujourd'hui, qui utilise cet outil à part l'agence? Est-ce que vous avez des contributeurs externes? Est-ce que vous avez des retours du terrain? Est-ce que vous avez des sociétés de conseil? Enfin, est-ce que vous l'imposez dans les audits Secnum Cloud, par exemple, ce genre de choses? Alors aujourd'hui, l'outil est utilisé principalement dans les audits de l'agence, hein, dans le milieu télécom. Il n'y a pas de retour particulier de bénéficiaire l'ayant utilisé qui nous a dit qu'il a amélioré son niveau de sécurité. Ça, j'ai pas eu de retour là-dessus. Mais on pourrait très bien, par exemple, si le bénéficiaire souhaite un avis de sécurité sur son cluster Kubernetes, voir l'état de santé de son cluster, et que nous on souhaite constater certaines choses, on peut lui demander de nous faire une collecte de son cluster et nous envoyer les fichiers de collecte pour que nous on puisse ensuite analyser en interne aussi. Celui qui a publié sur LinkedIn, hein, c'est la Direction générale des douanes et des droits indirects. Donc, qui fait un témoignage très positif. Mais j'en suis ravi. D'ailleurs, est-ce que l'utilisation de l'outil est assez simple ou pas? Parce qu'il y a du Neo4j derrière, il y a, je pense, l'installation de l'outil. Et typiquement, on parlait de Bluedown. Bluedown à installer, c'est pas si simple que ça. Est-ce que justement pour cet outil-là, c'est plus simple? Il y a une doc précise qui explique comment l'installer ou c'est un peu plus à la débrouille? Alors sur le GitHub de l'agence, normalement il y a un tutoriel qui est très bien pour l'installer.
Enfin, de mon point de vue, il s'installe très simplement parce qu'il y a un Docker Compose qui permet d'automatiser les choses concrètement. Et puis, pour les pentesters, les auditeurs, les experts en sécurité, globalement, il n'y aura pas de manipulation à effectuer sur les dashboards. Notamment, les dashboards ont déjà des requêtes cipher prédéfinis qui vont aller consulter, enfin qui vont aller requêter la base de données Neo4j et ressortir des graphes. Si le pentester ou l'auditeur en question serait intéressé pour manipuler la base de données pour avoir des résultats bien plus spécifiques, faire ses propres requêtes, etc., il pourrait aussi. Mais aujourd'hui, tout est vraiment automatisé et prêt à l'emploi. Dans l'open source, c'est rare d'avoir du feedback utilisateur, sauf quand ça marche pas. Les gens qui se plaignent sont les premiers à venir ouvrir les tickets et à dire que ça a craché, etc. Donc c'est là où je me demandais si vous aviez quand même des retours de terrain ou pas. Alors, il y a eu une pull request qui a été faite pour une issue. J'ai pas réussi à reproduire l'issue de mon côté, mais la contribution était intéressante. Donc voilà, c'était pour des permissions qui n'étaient pas correctement appliquées sur les volumes de souvenirs. Et donc voilà. Est-ce que tu connais des outils comparables ? Parce qu'on parle de Bloodhound, mais Bloodhound c'est typiquement le clone d'un outil de l'agence à des contrôles places. Donc est-ce que tu connais des outils open source ou commerciaux qui font la même chose en fait ? Non, mais s'il y avait un truc gratuit qu'il faisait déjà, il n'aurait peut-être pas développé Osaka. C'est clair. Mais alors, entre-temps, il y a eu Qbound, dont j'ai entendu parler. J'ai jamais testé, malheureusement. Et il faudrait que je le fasse. Qui est un outil qui est développé par Datadog et donc qui répond aux mêmes objectifs qu'Osaka. Mais commercial alors ? Je sais pas s'il y a une version commerciale. En tout cas, il est en libre accès sur Git. Oui, donc gratuit. Aujourd'hui, est-ce que c'est un outil qui est activement maintenu ? Combien est-ce qu'il y a de contributeurs ? En fait, la question, c'est est-ce que une nouvelle version de Kubernetes sort et vous êtes activement impliqué dans le processus de développement pour supporter la nouvelle version le jour, enfin dès zéro, quoi ? Ou est-ce que c'est un outil que vous mettez à jour au fur et à mesure des besoins que vous rencontrez chez les bénéficiaires ? Alors, je pense que c'est un mix des deux. Effectivement, il n'y a pas eu de mise à jour depuis à peu près la sortie de l'outil parce que il n'y a pas non plus grand chose qui a bougé d'un point de vue sécurité dans K8s. Il doit y avoir normalement l'ajout du support des micro VM qui commence c'est un besoin qui commence à devenir très fort et qu'on commence à constater. Donc effectivement, il y a aussi la partie audit où quand on va en audit, on constate avec l'expérience qu'il y a des choses que Osaka ne prend pas en compte par rapport à des mauvaises configurations qui ont été produites et qu'on les avait pas vues auparavant. Voilà, et c'est quelque chose effectivement qui est pris en compte. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de la communauté ? Enfin, on a parlé un peu de la CNCF sans vraiment définir ce que c'était, la Cloud Native Foundation. Il me manque un C, je sais plus ce que ça veut dire. Compute, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est par exemple un projet que vous envisagez de donner à cette communauté, ou est-ce que c'est quelque chose où, je sais pas, vous cherchez des traducteurs, vous cherchez des contributeurs Qu'est-ce que vous attendez des auditeurs No Limit Sécu ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'attente de la part de la communauté CNCF, mais par contre, effectivement, on est en recherche de contributeurs, toujours. C'est quelque chose qui effectivement fera vivre l'outil, qui le rendra beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus intéressant avec des features. D'un point de vue usage, effectivement, il pourrait y avoir des améliorations comme ne plus utiliser Neo4j pour accélérer la partie traitement, ne plus utiliser Neo4j effectivement pour la partie dashboard aussi, et utiliser un front qu'on aurait potentiellement développé nous-mêmes, mais ça encore c'est autre chose. Peut-être que vous cherchez aussi des utilisateurs et des retours d'utilisateurs pour potentiellement faire évoluer le produit par rapport à des besoins que vous n'auriez pas identifiés sur vos audits. Aussi. Donc utilisez Osaka, testez-le et faites des retours à l'agence. Et du coup, j'avoue que j'ai jamais contribué à un projet d'agence, mais est-ce qu'il faut signer un contributor license agreement ou des choses comme ça ? Enfin, est-ce que tu vois dans des gros projets justement, ou comment ça se passe en matière de contribution ?
Alors de mon côté, je pense qu'en matière de contribution, ça se passe comme n'importe quel projet. Ça dépend de la licence, effectivement, qui est appliquée au projet. Et puis, normalement, les contributeurs peuvent venir faire des pull requests. Ils peuvent poser des questions, notamment sur les mails bien spécifiques, pour nous contacter dans le cas de besoins de contribution aussi. Donc il y a pas réellement d'action spécifique à entreprendre de la part du contributeur pour contribuer au logiciel open source qu'offre l'agence. Si je ne raconte pas de bêtises. Peut-être en mot de la fin, on n'a pas défini ce que voulait dire Osaka. On sait sur la page du GitHub, mais peut-être pour les gens qui sont dans leur voiture et qui nous écoutent, tu peux dire d'où vient cet acronyme? Osaka, outil de sécurité des architectures Kubernetes avancées. Alors, tout est dans le nom, c'est fait de base pour les clusters qui sont très complexes, mais qui peut être aussi utilisé sur les petits clusters. Ce que veulent les auditeurs de No Limit Sécu, c'est la petite histoire aussi. Est-ce que tu as décidé que l'outil allait s'appeler Osaka et ensuite tu as créé un bacronyme, ou est-ce que vous avez cherché des combinaisons de mots avec des cas et ensuite vous avez trouvé celui-là qui correspondait à quelque chose? On voulait être en cohérence avec les outils de l'agence, notamment Haddad, notamment Orc, etc. Donc on a cherché quelque chose qui commencerait par O, et effectivement ensuite on a fait un mix pour trouver le sigle qui serait pas trop bête aux yeux de la population externe à l'agence pour justement trouver quelque chose de cohérent, de sympathique, et voilà. Mais c'était un grand combat. Parce qu'il y a une légende qui dit que le nom vient du restaurant japonais qui est en bas de l'Annecy, mais le restaurant s'appelle Okito, mais à la limite le nom marche puisque ça commence par un O. Ok Warren, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Eh bien, merci beaucoup pour cet accueil, et puis je vous en prie, utilisez Osaka, faites-nous des retours, et on sera ravis de répondre à vos attentes. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Warren. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.